Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue à nouveau sur le ICC Sisters Podcast où nous aidons notre communauté musulmane à développer un esprit et un mode de vie équilibré. Je m'appelle Mariam et aujourd'hui je suis accompagnée par Dr Sabrina Ahmed. Bienvenue Sabrina. Assalamu alaikum. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à vous de vous être présenté ici en ce beau samedi. Donc, vous savez, j'ai entendu parler de vous il y a quelques années. En fait, il y a plusieurs filles de notre halaqa qui sont vos patientes. Et puis, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous avoir pour parler un peu du domaine de la santé, de la médecine en particulier. Donc, on va parler un peu de votre parcours. Okay. Et on peut commencer d'abord par juste survoler votre parcours académique et professionnel. Donc, je suis médecin de famille. Mon parcours académique, je dirais, après le secondaire, je suis allée au cégep. Je suis allée à Marinopolis. J'ai étudié en sciences de la santé. Par la suite, je suis allée à McGill. J'ai fait 2 ans de mon bac en sciences, en physiologie. Ensuite, j'ai appliqué en médecine. Je suis allée à Queen's University à Kingston, en Ontario, pour mes études en médecine. Donc, c'est un programme de 4 ans. Et par la suite, on choisit notre domaine dans la médecine. Donc, que ça soit médecin familial, chirurgie, médecin interne. Donc, il y a plein d'options. Moi, j'ai choisi de devenir médecin de famille. Donc, je suis retournée à Montréal. J'ai fait mes études, mon résidence à McGill pendant 2 ans en médecin familial. Et ensuite, je suis restée et je pratique ici à Brossard, pas loin, oui, avec beaucoup de patients de notre communauté et plusieurs de votre halakha. Et voilà. Et en tant que profession, je vois un peu de tout. Donc, je vois des bébés naissants jusqu'à des patients âgés. Je pratique aussi dans la clinique des réfugiés. Donc, je vois les patients qui sont des nouveaux arrivés, des réfugiés. J'enseigne aussi des étudiants en médecine de McGill qui viennent m'accompagner dans ma pratique. Donc, c'est quand même une pratique polyvalente. Je vois un peu de tout et c'est vraiment ça que j'adore d'être médecin de famille. Mashallah. Donc, vous avez mentionné au début que lorsque vous avez commencé vos études à l'université, vous étudiez en physiologie. Oui. Est-ce que ça a toujours été votre plan d'étudier la médecine? Je dirais, pas depuis que j'étais très jeune. Je pense que rendue en secondaire, je pensais plus médecine ou devenir avocate. C'était comme ces 2 carrières-là. Je dis toujours aux personnes qui me demandent d'où c'est venu cette idée-là de devenir médecin, que je pense que mon père a comme parlé de la médecine depuis comme j'étais dans la ventre de ma mère, qui comme il en parlait déjà dans l'utérus de devenir médecin. Je pense tout le monde dit que comme tous les parents veulent que leur enfant devienne médecin, c'est quand même un métier respecté, c'est un métier dont on aide des gens. Mais pour mon père, c'était vraiment pour moi et ma sœur est médecin aussi. Il voulait que nous, comme femmes, on choisisse une carrière dont nous sommes très indépendantes, qu'on gagne notre propre argent, que on peut quand même avoir un horaire qu'on peut être flexible pour gérer comme la vie avec les enfants et aussi avec notre carrière. Et il priorisait l'éducation. Donc, ça venait beaucoup de mon enfance que je pense qu'il m'encourageait. Il m'a jamais forcé à devenir médecin, mais c'était comme toujours dans ma tête et vraiment, j'adore ma carrière. Donc, je pense que j'ai quand même fait la bonne choix. Mais c'est vraiment rendu, je dirais, au cégep que j'ai vraiment choisi que je veux devenir médecin. OK, mashallah. Vous avez mentionné que justement votre père, une des raisons pour laquelle il vous a encouragé à aller en médecine, c'est parce que ça vous offre une certaine conciliation famille-travail. Vous, comme au courant de vos études, puis même maintenant en tant que professionnel, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de justement comment vous balancez maintenant ces 2 aspects-là de vos vies? Oui. Donc, je suis mère de 3 enfants aussi. Donc, c'est certain que c'est occupé. Mes enfants sont rendus plus grands maintenant. Ils sont tous rendus presque ados. Mais certain que c'était pas toujours évident. Je pense pour les femmes qui gèrent une carrière et une vie personnelle,
familial. Il faut trouver cet équilibre entre les deux. J'avais beaucoup de support quand même. J'avais mes beaux-parents, mes parents qui étaient proches, donc qui m'aidaient quand mes enfants étaient jeunes. Je pense que le clé, c'est de réaliser qu'il y aurait des moments où que la carrière est plus importante. Il y a des moments que c'est plus dans le background, qu'on fait un peu moins. Donc, quand ils étaient plus jeunes, je travaillais plus à temps partiel parce que je voulais rester avec mes enfants. Donc, je travaillais comme 2 jours par semaine ou 3 demi-journées. Quand ils étaient dans le pré-maternel, j'ai augmenté un peu plus. Quand ils sont rendus tous à l'école régulière, je pouvais travailler durant les heures de l'école. Donc, j'ajustais mon horaire en conséquence. Et là, ils sont rendus grands, ils sont autonomes. Donc, là, je peux vraiment faire plus de projets, je peux travailler plus. Je suis allée en Jordanie pour traiter des réfugiés syriens. Donc, je peux quand même avancer dans des choses que j'aime, dans des passions. Donc, je pense que c'est pour trouver un équilibre entre les deux. Il y aurait des moments où c'est plus beaucoup famille et plus d'autres moments qu'on peut travailler plus sur la carrière, mais c'est certain qu'on peut jumeler les deux. Mais pour moi, c'est vraiment que it takes a village, ça prend vraiment de support et j'étais vraiment très chanceuse, alhamdoulilah, que j'avais les grands-parents qui étaient présents aussi. Mashallah. Et étant donné que vous travaillez dans le secteur public, de ce que je comprends, vous pouvez quand même avoir un horaire à temps partiel si vous le souhaitez? Certain. Donc, il y a quand même une flexibilité qui existe. Ça dépend de vos propres choix. Donc, si tu travailles dans l'hôpital, il y a des cartes de garde, il faut travailler des fois des nuits ou les soirs. Donc, c'est quand même un partage entre les médecins. Moi, je travaille pas dans un hôpital, donc je travaille dans une clinique. Donc, oui, on a des heures d'ouverture, mais on partage avec les autres médecins. Donc, il y a des moments où moi, j'ai pu travailler moins et j'avais ma groupe pour combler quand je suis pas là. Donc, c'est quand même, il y a la possibilité de ajuster vos heures parce que nous sommes quand même des travailleurs autonomes. Donc, il y a quand même une certaine flexibilité. C'est certain que moi, je trouve que c'est quand même unique à la médecine familiale parce que certains dans l'hôpital, si vous êtes chirurgienne, si vous êtes en obstétrique, les demandes sont différentes. Certainement. Et est-ce que vous avez pu travailler dans une clinique dès que vous avez gradué de la médecine familiale ou il y a eu Non, j'ai toujours travaillé dans une clinique. J'ai travaillé dans l'hôpital ma première année ou 2 après avoir gradué, avant que j'ai eu mes enfants. Et là, je faisais, plus de garde, donc c'était plus occupé. Mais une fois que j'ai eu mes enfants, mais mon premier enfant, là, j'ai vraiment commencé à travailler exclusivement dans une pratique, dans une cabinet où je voyais mes patients. Et voilà. Donc, étant donné que vous avez commencé à travailler en clinique dès que vous avez gradué, je me demandais, est-ce que des étudiants maintenant qui graduent de la médecine familiale, par exemple, est-ce qu'ils peuvent automatiquement obtenir un poste en clinique ou bien si, avec l'ancienneté, maintenant, ils peuvent obtenir ce genre de poste? Donc, quand on gradue, c'est certain que les règles ont changé un peu. Moi, j'ai travaillé, j'ai terminé les études il y a 20 ans, donc ça fait quand même un bout. Donc, à chaque année, les règles changent. Les gouvernements, oui, il y a des exigences. Donc, c'est certain que il faut avoir un nombre de patients que vous suivez. Donc, il faut, par exemple, avoir un minimum de 500 patients. Il y a des obligations qu'il faut et des critères. Et chaque province est différent aussi. Donc, au Québec, les nouveaux gradués doivent avoir un permis de pratiquer dans une région. Il faut, en principe, avoir un minimum de 500 patients de prise en charge. Donc, il y a des obligations vis-à-vis la prise en charge des patients, mais vous travaillez aussi en groupe, donc les responsabilités peuvent se partager en groupe en tant que les heures d'ouverture, etc. Donc, c'est certain que on peut pas juste choisir que, disons qu'on travaille pas ces 2 semaines-là avec personne qui couvre nos patients. Donc, on travaille en groupe. OK, donc, je me pose la question, étant donné que, en tant que médecin familial, comme vous avez dit, vous avez des patients à vous qui viennent vous consulter. Comment est-ce que vous pouvez partager les tâches avec d'autres médecins? Donc, moi, quand je suis en vacances, j'ai des collègues qui voient mes patients. Donc, si
toi, t'es ma patiente, tu appelles, t'as une fièvre, t'as un mal de gorge, Dr. Ahmed n'est pas là, elles vont vous booker avec une de mes collègues et ils vont prendre soin. Et pareillement, moi, je vois les patients de mes collègues quand ils sont pas là. Donc, c'est vraiment, on travaille en équipe pour que tout le monde s'assure que nos patients ont un accès aux médecins quand ils ont besoin. On va retourner au sujet de comment balancer vie familiale et études/travail. Donc, tout à l'heure, avant le podcast, vous m'avez mentionné que vous êtes mariée durant vos études. Et ça, c'est une grosse question que plusieurs filles, surtout les femmes, se posent. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est gérable de se marier, par exemple, en complétant ses études en médecine? Donc, moi, je suis mariée dans début de ma 4e année de mes études en médecine. Mon mari est médecin aussi, donc lui était dans sa 3e année. Moi, j'étais à Queens, lui était ici à Montréal. Donc, notre première année de mariage, on était dans des villes à part avec des horaires très chargés parce qu'on était dans les dernières années de nos études en médecine. Donc, il y a beaucoup de gardes, il y a des soirs, il y a des nuits. C'est quand même une horaire occupée, des fins de semaine, etc. Donc, je dirais que, est-ce que c'est faisable? Absolument. Ça prend un respect mutuel, je dirais, que chacun encourage l'autre à poursuivre leur parcours académique. Donc, moi, je lui encourageais, lui m'encourageait. Et même durant notre vie ensemble, on a tous les deux des projets, des intérêts, donc on encourage un à l'autre à poursuivre nos projets, nos patients pour avancer notre carrière. Donc, je pense que c'est absolument faisable, mais il faut vraiment un respect mutuel et qu'un encourage l'autre à vraiment poursuivre leurs propres rêves aussi, de pas laisser de côté vos rêves pour quand on se marie. Que c'est vraiment, on vient les deux personnes ensemble, les deux individus, et encourage l'autre, un à l'autre pour poursuivre leur but. Machallah. Et comme vous avez mentionné, l'horaire d'un médecin, c'est quand même assez chargé. Vous avez aussi votre vie personnelle. Comment est-ce que vous faites pour rester au courant des avancements dans la science, étant donné que ça évolue à une vitesse incroyable? Donc, une des choses que j'aime vraiment de la médecine, c'est que c'est toujours en train d'avancer et nous sommes toujours en train d'apprendre. Donc, c'est certain que à tous les, je dirais, mois et même semaines, il y a des nouveautés, il y a des changements au niveau des connaissances, des maladies. Ce qui était le cas quand moi j'avais appris dans mes années d'études il y a 20 ans et vraiment comme plus le cas dans plusieurs maladies, c'est vraiment pas la même chose qu'on pratique là. Donc c'est certain qu'il faut toujours être en train d'apprendre. Donc quand est-ce que ça arrive, c'est certain que moi quand je vois une patiente et je suis pas certaine, je retourne chez moi et je vais faire la lecture pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les nouveaux lignes directrices? C'est quoi les nouveaux traitements? Ou je pose des questions à des spécialistes. Donc, il faut quand même avoir cet intérêt pour apprendre toujours des nouvelles informations. Donc, je participe aussi à des congrès de médecine on a des heures qu'on a besoin de faire à tous les ans pour garder notre licence, notre permis de pratique. Il faut quand même avoir des heures d'apprentissage. C'est des heures de formation continue qu'on fait. Donc, c'est normalement avec des congrès, avec des webinaires, aussi la lecture personnelle autour de nos patients. Donc, c'est certain que c'est chargé parce que on voit des patients durant la journée, mais ces lectures, ces apprentissages-là, souvent va se faire en fin de semaine ou le soir. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est ma passion, donc j'aime quand même faire ces apprentissages-là. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que la carrière est toujours, et la domaine est toujours en train d'évoluer. Certainement. Puis au niveau du côté pratique, admettons qu'il y a des nouvelles techniques qui sortent, est-ce que ça fait partie des conférences, mais des congrès aussi, de pratiquer manuellement? Oui, absolument. Comme il y a des nouveaux, on apprend toujours, il y a toujours des workshops. Justement, j'ai une formation la semaine prochaine parce qu'il y a
il y a un implant contraceptif qu'on peut mettre en dessous la peau. Donc, au lieu de la pilule contraceptive, on le met en dessous la peau. Donc, j'ai un workshop la semaine prochaine pour apprendre comment le faire. Donc, nous sommes toujours en train d'apprendre. Donc, c'est vraiment cool qu'on a toujours de nouveau et il y a toujours des formations. OK, machallah. Puis aussi, vous avez mentionné l'importance d'avoir un réseautage, comme ça, comme entre professionnels, genre, Absolument. vous avez des collègues spécialistes que vous pouvez contacter. Absolument. Puis poser vos questions. OK, c'est bien. Et ça, vous avez mentionné justement un truc comme quoi, si vous savez pas une réponse, ou bien si vous savez pas comment traiter le cas d'un certain patient, vous pouvez genre retourner chez vous, revoir les informations, puis recontacter le patient. Ça, c'est quelque chose que je me posais toujours parce que je trouve que c'est assez incroyable de se rappeler de tout connaître, d'avoir un patient qui vient avec des cas spécifiques et de savoir sur le champ comment, genre c'est quoi le diagnostic, comment faire le traitement. Donc, comment vous gérez ce genre de situation? Mettons, un patient vient, vous n'êtes pas certaine, est-ce que vous faites juste dire, on se revoit, par exemple, dans une semaine, le temps que... C'est certain. Donc, il y a des fois que, devant le patient, j'irai sur mes ressources. On a des ressources comme UpToDate. Il y a des logiciels, il y a des ressources qui existent, qui ont toutes les informations à jour, etc. Donc, des fois, sur le coup, avec le patient devant moi, je dis, donne-moi juste 1 minute, je vais chercher c'est quoi ce médicament-là ou c'est quoi la meilleure option pour vous. Donc, mes patients savent que je dis, je ne connais pas tout. C'est certain que c'est trop pour une personne à connaître tout dans le champ de médecine. Donc, oui, des fois, je fais la recherche directement devant eux. Des fois, je veux dire que je vais revenir avec la réponse. Je vais envoyer, on a une façon de communiquer avec les spécialistes, donc je peux envoyer une courriel aux spécialistes pour dire, OK, ça c'est le cas, qu'est-ce que je fais? Ou des fois, je réfère pour qu'il soit vu par le spécialiste aussi. Donc, je dirais, le médecin familial, c'est de savoir un peu de beaucoup de choses, tandis que le spécialiste, c'est de savoir beaucoup sur une chose. Donc, pour nous, comme médecin de famille, c'est que on a beaucoup de connaissances très vastes, mais pour avoir justement des choses vraiment précises, des cas rares ou des choses qui sont atypiques, là, il faut chercher un peu plus. Donc, c'est important que je dise aux patients, écoute, je sais pas, vous me présentez avec ces symptômes-là pour la première fois, je suis pas certaine, on va investiguer et on va le revoir et là, on va décider c'est quoi le prochain traitement. OK. Et est-ce que vous avez remarqué des idées qui sont assez courantes par rapport à certaines pratiques médicales au sein de notre communauté musulmane que vous pensez qu'ils sont incorrects, qu'on devrait mettre à jour? Oui, j'essaie de penser à quelque chose. Je sais pas en particulier si vous avez quelque chose en tête que vous avez vu. La seule chose que je pensais vraiment en pratique que moi j'avais vu dans mes patients musulmans, c'est des fois ils font du hijama comme du cupping. Oui. Ça c'est vraiment très commun dans notre communauté. À part ça, des pratiques, des fois c'est comme de prendre des herbes en particulier, de l'ail ou des herbes des herbes naturelles pour leur traitement plus naturel. Mais j'ai vraiment pas de pratiques en particulier musulmanes qui sont inexactes. Je dirais que je dis aux mes patients, si vous voulez essayer du hijama, il y a aucune, ça peut pas nuire, ça peut que aider et s'ils trouvent que ça aide, parfait. Si ça aide pas, on va essayer autre chose. Je dirais c'est juste d'avoir l'esprit ouvert pour dire OK, je vais essayer des choses naturelles, mais de pas laisser de côté des traitements médicaux. Et des fois, c'est les deux ensemble aussi. Mais je pouvais pas vraiment penser à quelque chose en particulier qui est vraiment inexact dans notre communauté aussi. Vous voyez, là, vous venez de mentionner un truc important, c'est d'avoir justement l'approche holistique. Parce que souvent, justement, les gens, des fois, peuvent éviter d'aller voir un médecin parce que ils se disent, les médicaments, moi, je veux pas ça, c'est pas bon pour moi. Mais, par la suite, ils peuvent aller et seulement utiliser, soit des traitements de genre de naturopathie, des fois même ruqya. Donc, par exemple, ils vont juste, dépendre de certaines sourates. Genre, vous voyez, comme c'est des trucs plus spirituels. Ça peut être dangereux, comme comme seulement se baser sur un seul truc, ne pas combiner le tout pour avoir un approche holistique. Donc, je pense que c'est important de pas
négliger les symptômes et de pas consulter et juste vous traiter vous-même avec des techniques qui sont plus spirituelles. Donc, je dirais, est-ce qu'il y a un rôle pour ces autres traitements? Oui, mais en premier lieu, on veut valider un diagnostic, on veut voir s'il y a des investigations à faire. Donc, c'est important de ne pas négliger votre santé non plus. Donc, je dis toujours à mes patients, et peu importe que ce soit musulman ou autre, il y a beaucoup de traitements plus spirituels ou naturels, naturopathie, que, comme j'ai dit, tant que ça nuit pas, je dis aux patients, vous pouvez absolument l'aider, mais de pas négliger la partie médicale, parce que si on a un traitement prouvé pour votre maladie ou vous avez besoin d'être vraiment guéri avec un traitement, de pas juste négliger cette partie médicale-là pour poursuivre juste des traitements naturels. Un autre sujet au niveau de la santé qui peut des fois être un sujet assez tabou dans plusieurs communautés en fait, qui est la santé psychologique. On utilise souvent le terme santé mentale, mais je trouve que ça aborde plus que juste le côté des pensées et de l'esprit. Comment est-ce que vous nous suggérez d'aborder ce genre de sujet-là avec notre communauté? C'est certain que il y a une tabou associé avec tout ce qui est santé psychologique, santé mentale. Pas seulement dans notre communauté, mais je dirais oui, beaucoup dans notre communauté. On a beaucoup de mythes, que c'est une faiblesse dans notre croyance, une faiblesse de notre iman, qu'il faut juste comme continuer à ignorer votre anxiété, faire un peu plus de prière, ça va passer, de minimiser les symptômes des gens qui ont des troubles de santé mentale. Et le terme santé mentale est quand même vaste. Donc, il y a des troubles d'anxiété, il y a des symptômes dépressifs, ça peut être vraiment des troubles obsessifs compulsifs, ça peut être la schizophrénie. Donc, il y a quand même une grande variété de troubles santé mentale qui vont de très légers à quand même graves. Donc, je dirais la première chose, c'est d'avoir des conversations et d'en parler, parce que il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui en souffrent et qui souffrent en silence parce qu'ils ne sont pas à l'aise d'en parler avec, que ce soit leurs parents, leurs amis, leur imam, avec leur médecin même. Donc, quand les patients viennent me voir et en parlent de leur santé mentale, je dis, écoute, il n'y a pas de honte. C'est pareil comme si tu viens me parler que tu as la diabète, que tu fais de l'asthme, que tu fais une dépression, c'est tout. Ça fait partie de sa santé, ça fait partie des maladies. Donc, c'est pas que c'est une faiblesse. Il faut enlever vraiment le stigmatisme qui est associé avec tout ce qui est santé mentale. Et je pense que vraiment, c'est d'avoir des conversations et d'éduquer les gens que c'est quelque chose qu'il faut en parler. Il faut enlever les misconceptions, des fausses idées, fausses croyances par rapport à tout ce qui est santé mentale. Donc, je pense, première étape, des conversations de même, mais aussi je pense que votre génération parle de plus en plus. Je pense que les anciennes générations et surtout des autres cultures qui viennent des autres pays, il y a des croyances d'origine dans plein de pays du monde dont on parle pas de santé mentale. Donc, c'est comme, on oublie ça, on n'en parle pas. Donc, je pense que là, c'est de plus en plus connu. Vous apprenez dans l'école aussi d'en parler, c'est quoi la santé mentale, et que la santé mentale et la santé physique, ils sont très reliés, donc un affecte l'autre. Donc, je pense éducation et avoir des conversations, c'est super important pour que on puisse avoir la communication ouverte aussi entre parents, enfants, entre amis, que tout le monde en parle. Définitivement. Si les parents sont outillés aussi pour pouvoir aider leurs enfants à savoir comment gérer certaines situations, ça va éviter beaucoup de problèmes à long terme, comme savoir comment gérer le stress, gérer des émotions intenses. C'est quelque chose, comme vous dites là, qui doit être normalisé pour qu'on puisse développer de bonnes habitudes. Et subhanallah, j'avais entendu une psychiatre, je sais pas si vous la connaissez, c'est Dr. Rania Awad, si je me trompe pas. Elle est professeure à Stanford et parmi les recherches qu'elle avait faites, elle avait recherché beaucoup les
les communautés ou bien les sociétés dans le 8e et 9e siècle, dans le monde arabe, traitaient les passants ou bien les gens qui avaient des troubles psychiques. Et subhanallah, à ce moment-là, donc au 8e ou 9e siècle, non seulement les savants dans le monde musulman étaient vraiment, vraiment avancés, certains d'entre eux avaient même développé des traitements qu'on utilise maintenant dans le DSM, mais aussi ils valorisaient énormément le soin des gens qui avaient des troubles. Genre, ils n'étaient pas bannis ou bien insultés ou peu importe, ou bien mis de côté. Au contraire, ils les emmenaient dans des établissements qui étaient bien décorés, qui étaient aussi apaisants physiquement pour les passants, et ils prenaient vraiment bien soin d'eux. Donc, c'était quelque chose qu'ils reconnaissaient même à ce moment-là comme étant un problème normal qui fait partie du corps humain et qui prend juste un peu de temps, un peu de soin, une bonne approche holistique pour que la personne puisse s'en sortir. Donc, c'est vraiment intéressant comme quoi, à ce moment-là, ils prenaient ça au sérieux. Là, soudainement, comme vous avez dit, peut-être avec les différentes cultures, la politique, peu importe, dans plusieurs régions dans le monde, maintenant, c'est vu comme étant genre une faiblesse. Et petit par petit, alhamdoulilah, j'espère que là, on va pouvoir aussi retourner au point où on ne focus pas 100% juste sur les émotions, puis sur le côté bien-être, mais qu'on combine ça pour qu'on puisse avoir un bon équilibre, qu'on puisse gérer les différents challenges de la vie et oui, Inch'Allah, je pense effectivement dans notre religion, on en parle depuis vraiment comme vous avez dit, ça fait des centaines, des milliers d'années qu'on en parle. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, des troubles de santé mentale, c'est quelque chose de reconnu depuis longue date. Mais effectivement, je pense que c'est juste que avec des changements au niveau des approches culturelles, différents pays, c'est partout, et même ici au Canada, c'est pareil. Donc, c'est certain que c'était juste quelque chose qui avait beaucoup de tabous, et là, je pense qu'on commence à défaire ces idées pour et des fausses croyances pour dire ok, comment est-ce qu'on commence à en parler et comment est-ce qu'on commence à adresser et aider les gens qui ont plus de difficultés dans leur santé mentale. Certainement. J'ai une petite question comme ça qui m'est venue en tête. Est-ce que vous avez déjà utilisé dans votre pratique à vous le concept du placebo? Genre, admettons, si vous avez des patients, vous voyez que... Bon, je donne un exemple. Une personne qui pense trop, overthinking. Est-ce que vous avez déjà utilisé ça plutôt de donner un vrai traitement, essayer de trouver une autre méthode, puis qui a fonctionné? Ben, on n'utilise pas le traitement de placebo, mais on sait qu'on donne une pilule, il y a une grande chance qu'il y a juste l'effet de placebo. Donc, le fait qu'on prescrit, il y a une grande chance que ça va améliorer juste parce qu'on en donne une prescription. Donc, on sait que l'effet de placebo, c'est vrai, c'est vraiment là, c'est présent. Donc, je dirais que on prescrit pas un médicament pour l'effet placebo, mais je parle avec les patients des techniques non pharmacologiques qu'on peut utiliser pour leur aider. Donc, par exemple, j'étais juste à un congrès la semaine passée, on parlait justement des effets d'être dans la nature. Il y a des études qui ont prouvé que si on fait, je pense que c'était 60 minutes par semaine, si je me trompe pas, au cours de la semaine, donc ça peut être comme 20 minutes 3 fois ou étalé sur une semaine, que les taux d'anxiété, dépression et aussi de diabète, d'autres maladies, ça baisse, le fait d'être dans la nature, comme pas ici à Brossard, juste comme avec tous les édifices, là, mais dans la nature, dans un parc avec vraiment du verdure autour de nous, avec des arbres, que ça baisse c'est le taux d'anxiété, le taux de dépression et tout ce qui est cardiaque, diabète aussi, il y a une réduction. Donc, on sait qu'il y a des effets bénéfiques sur notre santé mentale, notre santé physique, des trucs plus naturels. Donc, je dirais, on ne dit pas l'effet placebo, mais on dit qu'il y a des trucs non
pharmacologiques qu'on peut utiliser. Et certainement, en parlant des traitements non pharmacologiques, de voir un psychologue, c'est certain que les études ont montré énormément que ça peut être l'équivalent d'un médicament antidépresseur, anti-anxiété. Donc, première étape, c'est certain, c'est de voir un psychologue et que des gens soient ouverts à voir un psychologue et d'avoir pas de honte de voir un psychologue. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que une personne peut se préparer pour être un bon candidat afin d'entrer dans un programme de médecine à l'université? Donc, c'est certain que le médecine, c'est quand même un programme compétitif, donc il faut avoir des bonnes notes. Donc, on parle du fameux R-score au cégep, que tout le monde est en train de travailler fort. C'était pas dans le cas... Quand moi, j'étais à l'école, il n'y avait pas de R-score, mais là, mon fils est rendu au cégep, donc je connais un peu c'est quoi les R-scores. Donc, c'est certain que c'est quelque chose de compétitif. Donc, il faut avoir des bonnes notes pour être un bon candidat. Donc, le chiffre, là, je peux pas vous dire, c'est dans chaque programme. Tu peux aller sur le site web pour voir c'est quoi le R-score, le score R moyenne pour entrer. Mais je dirais, donc, en premier lieu, il faut être un bon étudiant. La deuxième chose, c'est de avoir des intérêts divers, donc avoir un peu d'expérience divers. Donc, ça peut être n'importe quoi, mais ils veulent voir quand même que il y a quelque chose qui vous sépare un peu des autres. Donc, c'est bien certain de faire du bénévolat, c'est toujours un atout. Ça peut être, oui, un bénévolat dans un hôpital, mais c'est pas nécessaire que ce soit dans un hôpital. J'ai juste avoir un intérêt, une passion, que ça montre quand même que vous travaillez avec la communauté, que vous aidez les gens, donc c'est toujours une bonne chose de faire du bénévolat. Les notes, on en parlait, de avoir des intérêts hors académique, un projet en particulier, c'est toujours quelque chose à aider, à ajouter à votre CV, c'est toujours un atout. Donc, je dirais, il faut quand même, ou la recherche, par exemple, avoir des projets de recherche. Donc, on veut juste quand même avoir des activités, des expériences qui vous enseignent, par exemple, du leadership, de comment travailler en équipe, montrer quand même une persévérance. Donc, ils cherchent des candidats qui ont de diverses expériences. Donc, trouver quelque chose dont vous êtes passionné et juste travailler là-dessus pour que tu aies quelque chose pour te séparer un peu du reste des candidats, parce qu'il y en a beaucoup de candidats. Donc, on peut juste pas avoir des notes, il faut avoir d'autres choses aussi. Moi, j'ai appliqué au cégep en premier lieu pour faire la médecine, parce qu'on peut rentrer soit directement du cégep, et ça, c'est vraiment unique au Québec. Ailleurs au Canada, on rentre pas directement du secondaire, on fait l'université, on fait notre bac et ensuite on rentre en médecine. Le Québec, il y a comme une fast track qu'on rentre directement dans ce programme-là. Donc, il y a cette porte d'entrée. Mais je dirais la majorité des gens vont faire leur bac et ensuite rentrer dans la médecine par la suite. Et on a aussi des gens qui font la maîtrise et rentrent par la suite. Donc, c'est certain que même moi, j'ai pas entré directement du cégep, donc je suis allée, comme j'ai dit, à McGill par la suite et ensuite à Queen's. Donc, il faut quand même pas lâcher. Donc, si on rentre pas directement du cégep, de continuer, faire tes études et appliquer à la prochaine étape pour entrer après l'université. Et c'est ça, avoir des bonnes notes, avoir des intérêts, travailler un peu de recherche, un peu de bénévolat et juste to be well-rounded, avoir des activités un peu diverses. Et personnellement, vous, qu'est-ce que vous avez fait comme projet? Comme projet, j'avais... Il faut que... Là, il y a 20 ans. C'est ça, il y a 20 ans, c'était quand même loin, mais j'avais fait des recherches. J'avais essayé un projet de recherche. J'avais aussi fait du bénévolat. Quoi d'autre? Je pense que c'est à peu près ça. OK. Puis est-ce qu'il y avait un test à passer? Donc, si tu rentres directement du cégep, il y a une... ça varie d'une université à l'autre.
Mais oui, il y a un processus d'entrevue qui se fait. Et il y a ce qu'on appelle en anglais, c'est des MMI, c'est une évaluation dont il y a comme soit une entrevue, mais aussi des scénarios dans lesquels il vous dit, OK, vous êtes dans telle situation, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il y a comme une entrevue un peu spécialisée que on vous pose des questions, vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu gères faire? Donc, il y a cette partie-là. Et il y a aussi le Casper, qui est un autre test qu'on fait, qui est plus, je dirais, une évaluation globale de comment est-ce que vous réagissez à des situations en particulier. Donc, ici, je peux pas vous parler vraiment des spécifiques parce que je suis pas impliquée dans cette partie-là. Mais il y a comme plusieurs évaluations qui se fait une fois que vous avez la chance d'avoir une entrevue. Donc, première chose, c'est d'appliquer. Et si vous avez le code R et si tout est correct, ils vont vous inviter pour une entrevue. Et à ce moment-là, c'est là que tu fais toutes ces évaluations-là. Et là, ils vont vous offrir une position ou sinon, ils vont peut-être vous mettre sur la liste d'attente ou si malheureusement, vous n'êtes pas accepté cette année-là, tu peux certainement, comme j'ai dit, rentrer en université par la suite, faire une application à la prochaine étape. Donc, je dirais, pour moi, si quelqu'un aimerait vraiment devenir médecin, il faut être prêt pour appliquer à plusieurs reprises et être déterminé pour, Inch'Allah, rentrer, mais de pas lâcher si jamais ça marche pas pour la première fois. OK. Si, admettons, une personne n'est pas acceptée la première fois, il rentre à l'université dans un programme autre que la médecine, est-ce qu'ils peuvent réappliquer en médecine à chaque année par la suite? Donc, si je me trompe pas, si ça n'a pas changé trop, il faut terminer ton bac pour appliquer. Donc, tu termines ton bac en sciences ou peu importe. Il faut avoir les prérequis. Donc, tu peux aller dans n'importe quel programme tant que vous avez vos prérequis pour la médecine. Mais moi, ce que j'avais fait, j'ai fait 2 ans et ensuite j'ai appliqué en Ontario parce qu'en Ontario, il acceptait les candidats après 2 ans au Québec parce qu'on avait le cégep. Donc, le cégep comptait comme pour 1 an d'université plus mes 2 ans. Donc, j'ai pu appliquer en Ontario après 2 ans. Mais le parcours au Québec, c'est normalement, oui, de faire leur bac et ensuite appliquer dans votre dernière année votre bac pour le médecin. Dernièrement, j'aimerais savoir quelle est une des plus grandes leçons que vous avez appris en tant que médecin dans ces dernières années? C'est vraiment une bonne question. C'est quelque chose que j'ai dû comme réfléchir quand j'ai vu cette question-là. Et honnêtement, c'est pas comme une leçon de comment traiter une maladie. C'est pas une leçon scientifique comme telle. Je dirais que comme médecin, nous sommes très privilégiés d'accompagner nos patients dans les moments très difficiles et des bons moments durant leur vie, surtout comme médecin de famille. Parce que moi, je vois la patiente, je vois leur enfant, j'ai des patients que je vois 3 générations. Donc, j'ai les grands-parents, je vois leurs enfants, je vois leurs petits-enfants et même j'ai une famille que je vois la 4e génération. J'ai la chance et vraiment le privilège de leur accompagner durant leur vie. Là, ça fait, comme j'ai dit, 20 ans de pratique. Donc, j'ai des enfants qui sont rendus grands. Quelques-uns de ces filles-là qui sont dans votre halakha, je le vois depuis qu'ils sont jeunes. Donc, et avec ce privilège, on a la possibilité de voir des beaux moments, de voir des enfants qui sont nés, des grossesses, mais aussi des deuils, de perte des parents. J'annonce des diagnostics graves. Donc, c'est certain qu'on voit comme tout le parcours de la vie. Le fait de les accompagner durant ces moments-là, c'est que je remarque que tout le monde est en train de vivre quelque chose. Donc, même si tu vois quelqu'un qui a l'air de « they have it all », sont vraiment bien, est-ce que je peux avoir une vie comme elle? Vous savez pas qu'est-ce qui se passe derrière les portes fermées, behind closed doors, c'est pas comme si ça se dit comme ça. Et que tout le monde a ses propres défis,
que ça soit santé mentale, santé physique, un deuil, un moment difficile. Donc, vraiment, la leçon pour moi, c'est quelque chose de très simple, c'est de soyez gentil envers les autres parce que tout le monde est en train de vivre leur propre vie et tout le monde est en train d'avoir comme j'ai dit, des bons moments, mais aussi des difficultés. Donc, je dirais, ce que moi j'avais appris personnellement, c'est que des fois moi-même, je dis « Ah non, tout va bien dans sa vie » et là, il en parle de qu'est-ce qui se passe et je vois que ils sont en train de vraiment vivre des moments difficiles. Donc, je dirais que les leçons que moi j'ai appris comme médecin, c'est vraiment plus du côté humain. C'est de dire que tout le monde est en train d'avoir quelque chose. On sait jamais qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Donc, soyez gentils. Et c'est dans notre religion d'être gentil, de toujours penser le meilleur des autres, même s'il y a quelque chose qui arrive, tu sais pas qu'est-ce que l'autre personne est en train de vivre. Parce que moi, j'ai le privilège de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, je vois que, oui, ils ont l'air tout bien, mais dès qu'ils rentrent dans mon bureau, je suis en train de savoir qu'est-ce qui est en train d'arriver, qu'ils soient en larmes, il y a de quoi qui est en train de vivre, qui est difficile. Donc, pour moi, c'est vraiment juste une leçon de soyez gentils envers tout le monde parce que tout le monde est en train d'avoir soit des difficultés ou des challenges en particulier que probablement vous êtes pas au courant. Ouais. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. On peut pas juger une personne de l'apparence. Même à l'intérieur du corps humain, il peut y avoir des problèmes que vous savez, par exemple. C'est ça. Qui peut causer énormément de problèmes pour cette personne. C'est ça. Et ça fait énorme partie de notre religion, comme le fait de sourire, c'est une charité, d'être gentil envers les autres, de pas avoir de préjugés. C'est important parce que il y a plein de choses, des maladies que vous voyez pas avec vos yeux. Vous savez pas qu'est-ce que quelqu'un est en train de vivre. Donc, c'est simple, soyez gentils. Je pense que c'est un beau point pour finir l'épisode. Vraiment, jazakallah khair, Dr. Ahmed, d'être venu aujourd'hui. C'était vraiment une discussion enrichissante. Puis j'espère que nos auditeurs vont en apprendre davantage, Inch'Allah. Merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, car nous publions de nombreuses annonces et rappels. On se retrouve, Inch'Allah, dans le prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.